Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, l'introduction du Président dit presque tout, mais enfin, je vais encore dire quelques mots sur ce colloque. D'abord, j'ai remarqué que le titre du colloque, qui était « Recherche scientifique hors mur au XXIe siècle », bien sûr, était à l'origine de pas mal d'interrogations. Les gens disaient « Qu'est-ce que c'est que ça ? La science hors mur au XXIe siècle ». Alors, on l'avait fait un peu exprès pour faire bien remarquer qu'une partie de la recherche scientifique se déroule maintenant hors des murs des laboratoires universitaires. C'était la science hors mur. Et au XXIe siècle, c'est parce que, comme je vais le dire dans un instant, il y a tout de même un changement très important au XXIe siècle, qui est évidemment Internet, et qui fait que beaucoup de pratiques de la recherche scientifique, et en particulier de la recherche scientifique hors mur, sont totalement changées et vont surtout totalement l'être. Alors, en effet, c'est une révolution, parce que depuis la fin du XIXe siècle, on peut dire que la recherche scientifique se déroulait essentiellement à 99% au sein de laboratoires universitaires ou industriels, parce qu'ils fournissaient l'environnement technique et intellectuel nécessaire. Ces laboratoires avaient une identité claire, ils étaient délimités par des murs physico-administratifs, universitaires, CNRS, INSERM, etc. On savait ce que c'était que ces laboratoires. La recherche participative existait, bien sûr, mais elle était limitée à quelques domaines où l'observation et le comptage constituaient l'objet même de la recherche et dont le programme scientifique était, en règle générale, dans cette recherche participative, piloté par des chercheurs dans les murs, des chercheurs universitaires. Mais depuis le début du XXIe siècle, on constate des changements très importants dans la géographie de cette recherche scientifique. La part de la recherche effectuée en dehors des murs grandit, et donc notre hypothèse, vous l'avez compris, c'est qu'elle va encore grandir. Et pourquoi ? C'est la révolution Internet d'abord, qui bien sûr facilite la communication entre personnes et entre communautés de personnes dans des proportions inimaginables il y a 50 ans. Cette révolution a conduit à l'élargissement de l'accès de chacun à la connaissance scientifique. Ça, c'est très important, via notamment des encyclopédies en ligne, comme Wikipédia, qui remplacent les encyclopédies en plusieurs volumes qui étaient alignés sur nos étagères autrefois, mais qui étaient alignés sur les étagères d'un tout petit nombre. Maintenant, Wikipédia est accessible à tout le monde. Et puis, il y a des encyclopédies en ligne sur des domaines spécialisés, dont certaines sont validées par des chercheurs experts. Et un exemple en est l'encyclopédie de l'environnement, qui est animée par un de nos membres de l'Académie des sciences, René Moreau, qui est ici présent, et vous en trouverez la notice à l'accueil. Ensuite, troisième raison, et dans le proche avenir, troisième raison pour cette révolution, dans le proche avenir, les publications scientifiques seront en libre accès pour tous, et non seulement pour les scientifiques qui disposaient d'un abonnement, parce qu'ils étaient dans une institution qui pouvait payer ces abonnements très chers. Ce libre accès aux publications scientifiques, c'est quelque chose de très important pour lequel l'Académie des sciences milite. Elle a fait d'ailleurs un texte et un communiqué à ce sujet. Enfin, il y a un mouvement important qui est le mouvement vers une open science, lui aussi très soutenu par l'Académie, et ce mouvement signifie l'accès de tous aux données sources des recherches, au code des programmes, et c'est aussi une révolution par rapport aux pratiques du XXe siècle, où les laboratoires, y compris les laboratoires publics, se considéraient propriétaires de leurs données. C'est maintenant quelque chose qui est du passé. Il s'agit donc de changements majeurs, irréversibles, qu'il faut aider pour que la recherche scientifique aille dans le bon sens, qui peuvent être à l'origine d'une démocratisation de la science et d'une nouvelle production de qualité de connaissances. Et dans notre colloque, nous allons nous intéresser à cela en distinguant tout de même deux volets. Celui de la recherche participative classique, qu'on va traiter ce matin, enfin celui de la science produite par des chercheurs isolés ou regroupés dans des communautés virtuelles, qu'on va traiter cet après-midi. La recherche participative d'abord. Selon la définition établie en 2017 par la mission Sciences participatives, qui était conduite sous la responsabilité de notre premier orateur de ce matin, François Houllier, la science participative regroupe les formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent avec des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active ou délibérée. Cette recherche
est menée majoritairement, pour l'instant, en relation plus ou moins étroite avec des laboratoires de recherche. Cette recherche participative a une très longue histoire. Elle ne date pas de quelques années. Buffon, par exemple, puis la CEPED, s'appuyèrent sur un énorme réseau de plusieurs milliers de correspondants pour établir leur histoire naturelle. La recherche participative toucha longtemps d'ailleurs en priorité ces sciences naturelles. Et le rôle des participants a été essentiel car ils ont apporté des données de terrain. Les évolutions récentes dans cette recherche participative sont de deux ordres. D'abord, il y a un déplacement du centre de gravité de la recherche participative vers le citoyen, qui ne veut plus seulement être un fournisseur de données, mais être associé à cette démarche, c'est-à-dire au choix de la question posée et aux voies pour y répondre. Ensuite, le champ de la recherche participative s'est étendu. Il touche, on le verra tout au long de cette matinée, de nombreux champs. Notre président les a soulignés. La médecine, par exemple. On a vu ce colloque dont notre président nous a parlé. Et la recherche participative en médecine est tellement importante, que désormais il est, on peut dire, impossible d'envisager une recherche médicale où les malades ne seraient pas directement impliqués. Le consentement éclairé n'est plus seulement un mot. On parle couramment de patients experts. Sébastien Candel le rappelait. Et on a l'exemple du sida, tellement démonstratif d'un domaine où les patients ne veulent plus seulement accepter de prêter leurs données pour le progrès des traitements, mais participer à la définition même des projets de recherche. Au cours de cette matinée, on verra que la recherche participative est active dans bien d'autres domaines. C'est ce que notre président nous a rappelé, l'astronomie, les technologies de l'espace, etc. Le second volet de la science hors mur, qui est un peu différent de la recherche participative, auquel s'adresse ce colloque cet après-midi, implique des contributeurs ayant eux aussi leur activité scientifique en dehors des laboratoires de recherche, qui travaillent avec ou sans lien avec des équipes universitaires, mais qui ont été formés à des technologies de recherche avancées et sont désireux de mener des projets scientifiques ambitieux ou de répondre à des questions de recherche difficiles grâce à des méthodes innovantes. Typiquement, ces gens-là sont des post-doctorants, donc des chercheurs qui ont des personnes qui ont déjà reçu une formation à la recherche importante, même s'ils sont retournés dans la société civile. Cette catégorie, on le verra dans la troisième session à travers deux exposés, et en particulier très active en sciences des données, la data science, à travers l'organisation de défis, ce qu'on appelle les contests. Ce recours aux défis pour résoudre des problèmes compliqués est jugé important en faisant appel de façon ouverte à des talents dispersés et pas forcément identifiés, n'est pas nouveau. Un exemple historique est celui du Longitude Act, qui dès 1714 organisait des défis, c'était la Royal Society qui organisait ça, organisait des défis qui étaient récompensés par des prix très importants, c'est-à-dire de l'ordre du million d'euros actuel, afin de connaître, de trouver les méthodes et les outils, chronomètres, etc., pour connaître avec précision la longitude d'un bateau. C'est très important, évidemment. Mais là encore, Internet change l'échelle de cette approche en permettant de diffuser le sujet d'un défi au plan mondial, en facilitant la création à distance d'équipes éphémères de chercheurs, en permettant de mettre facilement un ensemble de données à la disposition de chacun. Cette science hors mur est très active aussi dans le domaine des technologies de l'espace et du transport. Tout le monde, je pense, se rappelle que le développement des véhicules autonomes a commencé par des défis largement ouverts auxquels participaient beaucoup de communautés, depuis des gens qui étaient dans l'équivalent de nos lycées à des gens qui étaient dans des entreprises. La science hors mur participe plus généralement aussi au mouvement Do It Yourself, DIY, qui touche beaucoup de domaines technologiques. On en verra un exemple dans l'appareillage médical cet après-midi, mais on observe aussi de plus en plus des recherches biologiques, notamment génétiques, menées en dehors des laboratoires universitaires par des personnes isolées, comme l'exposé de Rhys Cassen cet après-midi l'expliquera. C'est beaucoup de promesses et peut-être quelques dangers, comme on imagine. Comme je vais dire à la fin qu'il faut absolument que tout le monde tienne son temps, il faut que je le fasse. Je pense que, en un mot, on peut tout de même se poser la question de savoir si la recherche du XXIe siècle, la e-recherche, ne sera pas aussi différente de la recherche du XXe siècle que le e-commerce de maintenant est différent du commerce précédent. Le e-commerce a changé
les frontières entre producteurs et consommateurs. Les commerces traditionnels sont morts, sauf s'ils se reconditionnent, pour le pire et aussi pour le meilleur. D'innombrables nouvelles offres de services et de biens s'ouvrent dans tous les domaines, les transports, la recherche de partenaires sexuels, etc. S'il y a une e-recherche, il faudra savoir éviter l'équivalent des dérives de l'e-commerce. Les risques de mauvaise publication sans contrôle, dont le succès de dissémination ne sera pas forcément corrélé à la qualité scientifique. Le risque de recherche mal évaluée ou non évaluée. Le risque de non-respect de règles éthiques qui ont été mises au point pour des chercheurs qui travaillent à l'intérieur des murs et où c'est facile de vérifier qu'elles sont appliquées, alors que hors murs, c'est plus difficile. C'est pourquoi il est essentiel que l'enseignement actuel prépare les futurs citoyens. Ce sera la seconde session de cet après-midi. Finalement, je pense que le colloque sera une occasion pour nous tous de réfléchir à l'avenir de cette recherche hors murs, en termes de son rapport avec la recherche dans les murs, en termes de son financement à inventer, du mode de publication de ces résultats, de la façon d'évaluer ces résultats et ces méthodes, et aussi de surveiller les déviations éventuelles à l'éthique scientifique. Je vous remercie. Je sais qu'il est 28h09, donc je devais m'arrêter. Voilà cette introduction. Nous allons commencer la session. Alors, juste quelques mots pratiques. On va essayer tous de tenir notre temps. Bon, j'ai encore 30 secondes. Rigoureusement, chaque orateur a 15 minutes et il y a 5 minutes de discussion. Et puis, il y a les discussions générales. Alors, on a préparé des fiches qui sont à l'accueil et ici pour que vous puissiez remplir, surtout pour les discussions générales, votre question à l'avance, afin que les coordinateurs des tables rondes et des discussions générales aient ces questions et puissent les regrouper par thématique. Voilà. Et merci encore d'être là. J'espère que ça va être une bonne journée.